Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va essayer de répondre à cette fameuse question: comment gagner plus que le marché? À cette question, il y a énormément de réponses, certaines ne sont pas bonnes et certaines le sont. En effet, on peut croire que pour battre le marché, il faut sélectionner le bon fonds d'investissement ou tout simplement sélectionner soi-même les bonnes actions. C'est quelque chose qui est possible avec l'aide de notre précieuse amie, la chance. Bon, on va éviter de compter sur elle aujourd'hui et on va essayer de viser une stratégie un petit peu plus rationnelle afin de battre le marché. Alors, je vous entends déjà dire, bah non, c'est pas possible, effectivement, on peut pas battre le marché. Une fois qu'on a effectivement des indices qui sont diversifiés, tout ce qu'on peut faire pour battre le marché, c'est prendre plus de risques. Et c'est vrai, effectivement. Euh, tout ce que vous pouvez faire pour battre le marché, c'est prendre plus de risques. Et c'est possible de prendre plus de risques que le marché. Plusieurs solutions. Première solution, c'est d'utiliser l'effet de levier. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc je ne reviendrai pas en détail dans celle-ci, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous voulez plus de vidéos à ce sujet, je vous invite à vous abonner. Donc bien évidemment, l'effet de levier peut vous permettre d'investir plus que votre capital de base, donc vous prenez plus de risques, donc vous avez plus de rendement. Mais il y a d'autres manières de prendre plus de risques. Et je ne vous parle pas ici de prendre le risque spécifique en sélectionnant une action et en priant pour qu'elle soit 10. Ça, c'est vraiment jouer avec la chance. Non, c'est viser une catégorie d'actions qui sont particulièrement sous-représentées dans les indices, notamment les indices qui sont pondérés par capitalisation boursière, puisque par définition, lorsqu'un indice est constitué selon la politique de la capitalisation boursière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus une entreprise vaut cher, donc plus elle est grosse, plus elle est installée, plus elle est mature, plus elle va valoir dans l'indice. C'est le cas typiquement de Apple dans le S&P 500. Apple vaut près de 4% du S&P 500. Alors qu'on pourrait se dire, bah, il devrait valoir 1 divisé par 500, donc c'est pas logique. Euh, en fait non, parce qu'en fait ils ont tellement d'argent qu'ils valent beaucoup plus que, disons, les 200 autres entreprises qui valent moins cher dans le S&P 500. Donc ça a beaucoup d'intérêt, ça a beaucoup d'avantages, ça permet vraiment de stabiliser les indices. Ça permet aussi automatiquement d'investir plus dans les entreprises les plus solides, et plus une entreprise est solide, plus on investit dedans. Cependant, ça a un désavantage, c'est que ça sous-expose l'investisseur à ce qu'on appelle les small caps. Donc small, petite, cap, c'est capitalisation. Donc c'est-à-dire que quand vous avez uniquement des indices comme le S&P 500, comme un ETF World, qui sont gérés de manière pondérée par la capitalisation, eh bien vous êtes sous-exposé aux petites capitalisations. Effectivement, c'est logique. Mais pourquoi les petites capitalisations gagneraient plus que le marché? Bon, en fait, c'est très simple. Elles gagnent plus que le marché parce qu'elles sont plus risquées. Ah oui, effectivement. C'est assez évident de d'accepter le fait que une petite entreprise qui est en croissance a beaucoup plus de chances de faire faillite, a beaucoup plus de chances de se faire chahuter, a beaucoup plus de chances de pâtir d'une crise importante. Ça, c'est un facteur qui est très important parce que quand on investit sur 20-30 ans, on sait que on va se prendre des grosses crises dans la tête. La question, c'est d'essayer d'avoir des entreprises qui vont avoir le cash, qui vont avoir les reins assez solides pour tenir ces périodes de récession de manière à bounce back et pouvoir gagner ensuite. Parce que oui, c'est bien joli quand on voit les graphes, on voit que ça descend et que ça remonte. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que dans la descente, il y a plein de petites entreprises qui mettent la clé sous la porte. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de rebond. C'est-à-dire que les actionnaires, ils s'assoient sur leurs actions, ils s'assoient sur leur capital, et puis il n'y a pas de rebond possible. Donc c'est pour ça que les petites capitalisations sont plus risquées. Mais parce qu'elles sont plus risquées, elles sont plus rentables, effectivement. Et donc concrètement, là encore, ça s'explique de manière assez simple. Il est beaucoup plus simple pour une petite entreprise tout est relatif, elle est quand même cotée en bourse, hein. Mais tout de même, il est beaucoup plus simple pour cette petite entreprise qui est cotée à quelques milliards de tripler sa capitalisation en quelques années, plutôt que de demander à Apple, bon bah tu vas tripler ta capitalisation au vu de combien il coûte aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur en termes de pourcentage. Parce qu'il va falloir qu'il génère 6 000 milliards de dollars, alors que la première, si elle vaut 3 milliards, elle a juste à générer 6 milliards et elle va tripler en valeur.
Donc c'est beaucoup moins d'efforts pour un pourcentage qui est le même. Donc en tant qu'investisseur, on comprend bien que c'est beaucoup plus facile de faire des pourcentages astronomiques sur des petites entreprises. Quand vous voyez effectivement, c'est ce qui se fait en private equity par exemple, vous achetez effectivement des parts d'actions qui valent quasiment rien au début, vous pouvez faire du 10 000%, c'est possible, effectivement. Et vous prenez le risque que à 99% de chance, vous allez vous asseoir sur vos actions. Là c'est le même principe, mais avec un ratio risque-rendement qui est différent. Donc effectivement, investir dans les small capitalisations, c'est une manière fiable de gagner plus que le marché, en s'exposant à plus de risques. Donc si effectivement vous avez euh, une appétence au risque qui est importante et que vous considérez que vous voulez prendre plus de risques pour avoir plus de rendement, eh bien il peut être intéressant de s'exposer aux petites capitalisations et c'est totalement faisable via des ETF. Après en France on a un problème, clairement, c'est que, en tout cas à ma connaissance, je serais très curieux de savoir si vous en avez trouvé, mais aujourd'hui, moi, je n'ai trouvé aucun ETF qui soit spécialisé sur les petites capitalisations et qui soit éligible au PEA au-delà euh, de la région européenne. Donc, moi, ce que j'utilise effectivement, c'est un ETF small cap sur la partie Europe. Mais si on veut toucher au small cap de manière internationale, que ce soit américaine mais internationale de manière générale, il va falloir effectivement sortir de l'enveloppe fiscale du PEA et notamment aller typiquement sur du CTO. Donc voilà, ça peut engendrer une perte fiscale différente. Donc ça, c'est à vous de faire l'arbitrage à ce moment-là. Est-ce que potentiellement le gain que je vais avoir, je ne vais pas le perdre en impôts et en complexité? Bon, ça c'est un choix évidemment à faire. Il y a un point quand même qui est intéressant à noter, c'est que en vous exposant à ce qu'on appelle les facteurs de risque, c'est-à-dire qu'en fait, dans la recherche scientifique, il y a le facteur du marché, donc c'est le bêta en fait. Ce facteur du marché, il représente à peu près 70% de la rentabilité du portefeuille, et ensuite il reste 30% qui est non expliqué. En fait, il est non expliqué parce que c'est d'autres facteurs qui apportent du risque et expliquent la rentabilité d'un portefeuille par rapport à un autre. Et donc effectivement la taille, donc size en anglais, notamment effectivement le fait que les petites capitalisations outperforment les grosses capitalisations, c'est un facteur extrêmement important. Et donc s'exposer à ce facteur, c'est notamment intéressant parce que ça peut réduire votre volatilité. Tout simplement parce que si on s'expose aux différents facteurs qui sont, on le verra dans d'autres prochaines vidéos, notamment euh, la rentabilité, la value, la taille, eh bien, ces facteurs, ils ne produisent pas de l'alpha, c'est-à-dire de la rentabilité supplémentaire, au même moment. Donc typiquement, ils sont décorrélés. Et donc, comme on le sait, avoir des actifs qui sont décorrélés, ça permet de réduire la volatilité sans réduire la rentabilité. Donc c'est pour ça que investir dans les small caps est intéressant, même si en tant qu'investisseur français, attention, ça peut être un jeu auquel vous vous brûlez les doigts, puisque vous allez avoir des supports qui ne sont pas encore tout à fait optimaux. Typiquement, moi je crois que je suis sur des frais de 0,45%, donc ça va, mais c'est vraiment la non-exposition au marché international qui me chiffonne un petit peu. Donc c'est vrai que pour l'instant, je croise les doigts pour que l'Ixor ou Amundi se décide à faire un small cap international ou au moins américain qui soit éligible au PEA. Pour ça, il faut qu'il fasse des ETF synthétiques parce que sinon, c'est pas éligible selon effectivement le cadre de référence du PEA, donc c'est un petit peu particulier. Néanmoins, ça peut être intéressant de comprendre le fonctionnement pour potentiellement adapter sa stratégie d'investissement ou tout simplement comprendre que voilà, le rendement du marché, c'est pas le rendement optimal. On peut effectivement aller chercher plus, néanmoins, gare à la complexité qui est bien souvent l'ennemi du bien, hein. Le mieux est l'ennemi du bien, c'est très vrai en investissement, c'est très vrai en construction de portefeuille, et bien souvent, la simplicité, le fait d'avoir quelque chose qui est très clair, va vous empêcher de faire des erreurs. C'est-à-dire que typiquement, dès lors que vous avez deux lignes sur votre portefeuille, vous avez une infinité d'erreurs potentielles qui est liée à l'arbitrage entre ces deux lignes. Qu'est-ce que vous faites quand une ligne gagne 10% et l'autre perd 10%? Est-ce que vous achetez la moins chère en vendant celle qui est la plus chère? Mais dans quelle proportion? Est-ce que vous rebalancez tous les mois, tous les ans, tous les 10 ans? Il y a énormément de questions comme ça euh, qui sont exponentielles en termes de complexité et en termes de quantité, plus vous complexifiez votre portefeuille.
Et donc plus vous vous mettez en position de faire des erreurs qui peuvent vous coûter cher. Donc très probablement la bonne solution, c'est d'ignorer ce facteur, savoir qu'il existe, mais considérer que du point de vue de l'investisseur individuel, il est probablement beaucoup plus rentable de garder les choses simples et de s'en tenir à un ETF monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis surtout abonnez-vous pour les prochaines vidéos.